Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question de cette émission sera pourquoi et surtout comment revaloriser des terres oubliées par la permaculture. Comment redistribuer les terres aux Réunionnais passionnés d'agriculture et d'environnement. C'est le sujet de Cosmo Réunionnais. Coralie Waro, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'association, d'abord, c'est quelle association? L'association s'appelle les Jardins de Font-Imar. Alors, IMAR, j'ai essayé de comprendre c'est quoi fond IMAR, je n'ai pas trouvé. Alors, Font-Imar, c'est un nom qui est resté dans notre famille depuis très longtemps. Et Imar était un ouvrier agricole de notre grand-père qui avait le don de marier les plantes entre elles et qui était du coup très doué pour la production agricole sans intrants chimiques, sans D'accord, mécanisation. on va juste rappeler quand même, IMAR est un nom quand même connu à La Réunion, Mhm. parce que c'est un nom qui... Mais il y avait un E avec IMAR, et un nom avec le nom IMAR, mais pas avec fond Non, IMAR. on a Donc, créolisé, on n'a pas mis le E. d'accord. Alors, cette association, alors l'objectif de l'association, On voudrait revaloriser les terres oubliées. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de terres qui étaient délaissées, que ce soit dans le domaine agricole, soit parce qu'elles étaient trop petites pour intéresser les agriculteurs. là on va expliquer que c'est l'héritage qui fait que Voilà, avec le temps, on morcelle les terrains et... les terrains ont été morcelés. Au départ, il y avait de grandes parcelles, du battant des lames au sommet des montagnes, et puis tout a été redistribué entre les enfants qui étaient nombreux à l'époque. Euh, on en arrive à des terrains qui font entre 1200 et 3000 mètres carrés et qui du coup ne sont pas rentables aux yeux de l'agriculture conventionnelle. de la convention traditionnelle, de l'agriculture traditionnelle. Mhm. Mais le problème reste quand même qu'aujourd'hui, on voit que la permaculture, ce genre d'espace est suffisant pour produire. Exactement, c'est-à-dire que la permaculture, en fait, on se rend compte que c'est exactement les techniques que nos anciens utilisaient. Et bien sûr, avec un savoir scientifique qui prouve que ces techniques étaient les bonnes méthodes. Et partant de là, on arrive à exploiter des terrains qui sont trop petits, des terrains qui sont trop pentus, des terrains qui ont un couvert végétal de plantes invasives, des terrains qui sont érodés. Tout ça, on arrive à le guérir grâce à la permaculture. La question va peut-être surprendre. Comment ces terres peuvent être redistribuées finalement? Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent reprendre, enfin prendre ou reprendre et se mettre vraiment, parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, quand on dit de l'agriculture, Mhm. même si nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres avaient de la technique, la méthode et ça Mhm. marchait, aujourd'hui, il faut changer, il faut faire évoluer ces méthodes aussi. Alors, comment redistribuer les terres? Euh, Ces terres, souvent, n'intéressent pas les agriculteurs et elles deviennent incultes aux yeux de la SAFER. Donc, c'est une procédure un peu longue qui, à terme, essaie de réapproprier ces terrains incultes à des personnes qui sont formées en agriculture. Le problème, c'est que quand on est propriétaire de terres incultes et que l'on a en face de soi aucun agriculteur que ça intéresse, on n'a pas beaucoup de solutions. Soit on se forme soi-même pour devenir exploitant agricole, soit on essaie de trouver une autre méthode. Pour se former, c'est très compliqué. Si on travaille déjà à côté, on n'a pas le temps de se former. Donc une formation qui est peu accessible. Beaucoup de gens voudraient retourner à la terre, y compris des chômeurs, y compris des personnes qui ont le temps de faire ça. Mais pour pouvoir accéder à cette formation, on privilégie les gens qui ont déjà du terrain. Donc là aussi, il y a une porte qui se ferme. Nous voudrions arriver à faire un partenariat avec les propriétaires de terres incultes pour que notre association qui a la capacité agricole puisse remettre en valeur ces terrains petit à petit en permettant à des personnes en recherche d'emploi ou en insertion formées par l'association de gérer ces terrains petit à petit. Comment j'allais dire, sans contourner la réglementation pour je dirais, pour avoir des terrains, ne serait-ce sous couvert de la Chambre d'agriculture et Mhm, la SAFER, mhm. comment joindre les deux? Alors, il y a plusieurs manières d'accéder à la terre agricole. La manière la plus courante, c'est le bail en fermage, mais ça nécessite un engagement sur 9 ans qui fait extrêmement peur aux propriétaires. Il y a une manière plus douce, plus directe, qui s'appelle le prêt d'usage et qui permet, sous un accord avec une convention écrite entre parties, de pouvoir mettre à disposition des terrains pour une période indéterminée, avec la possibilité pour le propriétaire de se rétracter. C'est-à-dire que s'il voit que son terrain ne satisfait pas, si l'exploitation de son terrain ne satisfait pas à ses attentes, il peut très bien dire à l'association,
bah, écoutez, je ne suis pas satisfait, dans 3 mois, je demande à ce que vous partiez du terrain. Et du coup, ça crée un climat de confiance. C'est-à-dire que nous, on s'engage sur une charte qui garantit que ce terrain sera exploité en respectant l'environnement et en créant, en expérimentant des produits longtemps. Donc on est déjà dans quelque chose de très cadré. On se fait encadrer par des assistants techniques. Si la parcelle est en friche depuis plus de 3 ans, on va jusqu'à la certification bio. Donc tout ça, c'est suivi par la Chambre d'agriculture. On ne fait pas des choses entre nous sans savoir ce qu'on fait. On s'appuie vraiment sur des sachants, que ce soit en agroécologie ou au niveau juridique. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec les terres agricoles. Et concernant, il y a donc deux étapes. Un, trouver les terrains, Mhm, les mettre en forme, c'est-à-dire mhm. faire le redécoupage à la rigueur. Et il y a aussi la formation de ceux qui vont prendre en charge Voilà. ces terrains. Comment va se faire la formation? Alors, la formation, on est encore en pourparlers avec l'URSIAE, qui est un organisme qui gère l'insertion par l'activité économique et qui met en place, à l'échelle nationale, les ateliers chantiers d'insertion. Autrement dit, on crée un atelier. Cet atelier doit obligatoirement être sur du foncier public et on accueille pendant une certaine durée jusqu'à 12 personnes en insertion, qu'elles soient éloignées de l'emploi pour diverses raisons, hein, des raisons sociales, des raisons professionnelles. Parfois, il y a aussi de l'illettrisme qui entre en compte. Tout ça, c'est pris en compte dans les ACI. Il y a une formation CLEA qui va redonner les savoirs de base, lire, On va compter, juste écrire. préciser c'est Voilà. quoi Cléa? C'est ça, le style exact, je ne sais pas, mais c'est pour réapprendre les fondamentaux, donc lire, écrire, compter. Il y a une partie de cette formation donc, qui va être suivie par un organisme de formation. Ensuite, nous, on encadre la partie technique, c'est-à-dire qu'on met en pratique l'agriculture sur des terrains communaux qui permettent à ces personnes d'expérimenter, de produire. On est vraiment dans un processus d'emploi concret, de production. Et suite à un certain temps de formation, là aussi, ce temps de formation en agriculture ne se fait pas que à notre niveau. Il y a une formation en parallèle au CFA, donc Centre de formation agricole, pour que ces personnes débouchent, enfin, sortent de là avec un diplôme qui leur permette d'avoir la capacité agricole. Là, ce serait plutôt un CAP. On est encore en pourparlers, on ne sait pas exactement les contours de tout ça. Mais ça veut dire que les personnes qui restent avec nous ont après la possibilité de devenir eux-mêmes des exploitants agricoles ou d'être employés par des agriculteurs avec qui on aura lié des contacts autour de notre bassin d'implantation, autrement dit Boisneuf-Saint-Paul. Alors, Boisneuf-Saint-Paul, autour de ce bassin, quelle surface possible aujourd'hui de récupérer? Ça va évoluer avec le temps. Pour le moment, on est à 10 000 m² de sûr. On sait que quand on va remettre les parcelles en culture, on va le faire par petites zones de 1000 m², une personne pour 1000 m², et en essayant de mettre le plus de monde possible à la terre. Le but est vraiment que les gens retournent à la terre et créent des emplois comme ça. On ne va pas partir sur de grandes surfaces pour le moment. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on sait qu'il y a un gros potentiel de terres oubliées à Bois-de-Nèvles. Qu'il y a de la terre, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de retourner à la terre? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que retourner à la terre, c'est un labeur incroyable, qu'ils ne vont pas s'en sortir, que ce n'est pas rentable. Il y a tout un savoir derrière qui permet de faire travailler la nature pour nous et qui permet, quand on avance en parallèle avec la nature, de s'épargner une grosse partie du travail habituel en agriculture. On ne laboure pas en permaculture, on ne désherbe pas en permaculture. On agit avec les auxiliaires, c'est-à-dire toute la vie du sol, on essaie de la reconstituer. C'est pour ça qu'on ne met pas d'intrants chimiques qui vont tuer les vers et toute la faune qui est sous terre, et qu'on va pouvoir avoir ces auxiliaires comme des travailleurs gratuits. Donc c'est vraiment une autre façon d'avancer dans la vision de la Terre. Alors, insertion, ça veut dire que derrière, ils vont avoir de la formation, bien sûr, Mhm. mais il faudra qu'ils aient les moyens de subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que pendant le début de leur Alors, travail. l'association ne se base pas que sur l'insertion, elle n'a pas que ce volet-là. Nous voudrions vraiment faire aussi bien la formation, la production, la transformation des produits, la vente grâce à un AMAPI et le partage de ces richesses. Ce qui fait que au sortir de cette formation, déjà, s'ils veulent s'installer en tant qu'agriculteurs, ils ont un appareil de vente pour écouler leurs produits. Ensuite, les partenariats qu'on tisse avec les agriculteurs
ou avec les propriétaires de terres incultes permettent aussi à ces personnes d'être salariés dans une structure agricole existante. Ils ont la capacité agricole. Ils peuvent aussi, à travers nos formations, aller s'orienter plus vers la vente de ces produits ou vers la transformation de ces produits. Le but étant de faire des ateliers qui vont reconnecter les gens au savoir-faire longtemps. Donc on a vraiment besoin de ces savoir-faire longtemps. S'il y a des gens qui ont des techniques particulières pour faire des confitures, des confits, faire du poisson fumé, faire n'importe quoi qui puisse être issu d'une production locale, nous sommes vraiment intéressés par ces personnes-là pour qu'elles viennent encadrer et transmettre le savoir. C'est vraiment un réseau qu'on veut créer, un réseau d'entraide, un réseau qui permette à des gens en insertion de remettre le pied à l'étrier, de repartir de l'avant et d'avancer en respectant la terre. Où vous avez trouvé les personnes qui... Où vous avez trouvé ces personnes qui Alors, peuvent on va intégrer passer, ce schéma? on va passer par le pôle emploi, puisque c'est eux qui vont, qui d'habitude font une première étape d'évaluation des personnes pour savoir quel est leur besoin en termes de formation CLEA. Et le pôle emploi, nous, on fait juste des fiches types qui définissent un peu les postes qu'on va pouvoir proposer. Et on a une relation étroite entre le pôle emploi, l'URSIAE et les maisons de l'entreprise, des acteurs, des instances qui nous permettent d'avancer vers cette mise en place d'ACI. Vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer un peu ce public que vous avez, avec qui avec lequel vous avez travaillé? Est-ce que vous avez déjà pu Alors, essayer au moins de tester un petit peu leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ont envie? on a déjà dans la famille plusieurs personnes qui pourraient répondre à ce profil. Pas qu'on ait envie de le proposer à la famille, loin de là la question, mais on se rend compte que déjà dans notre entourage, même sur Bois de Neuf-Saint-Paul, il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'emploi, parfois depuis 7, 8 ans, qui ont des capacités, mais qui ont soit un petit handicap physique, soit des moments durs dans la vie qui ont fait qu'ils ont plongé à un moment, soit ils n'ont pas pu avoir une scolarité qui leur a permis de faire une formation. Là, dans le cadre de cette ACI, on a un jour par semaine une formation scolaire avec le CFA. Le reste du temps, la personne est en contact avec la terre, en contact avec l'entraide, avec quelque chose de concret. Et c'est ce qui nous permet de croire que ça va être plus facile d'intégrer tous ces savoirs puisqu'il y a la mise en application directe sur le terrain. Est-ce que ceux qui ont déjà un travail et qui aimeraient bien avoir une parcelle, je l'ai vu chez François Thibert Mhm, une fois, ils ont un bout de terrain, ils viennent y travailler soit pendant leur congé, soit le week-end, ils plantent, en tout cas mhm. ils s'en occupent. Est-ce que ça, c'est une Oui. hypothèse possible? Alors, comme on est obligé pendant le temps de formation, nous on aimerait le faire sur 24 mois, donc c'est quand même long, hein, mais Mm. c'est le temps nécessaire pour voir une production avec la nature. On est obligé d'être sur des fonciers publics. Donc le partenariat qu'on veut tisser avec la mairie, c'est qu'ils nous mettent à disposition une petite parcelle qui va servir d'oasis. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va former des gens, les populations environnantes, les voisins, vont pouvoir venir. Bon, on va peut-être pas ouvrir le jardin tout le temps, mais à certains moments de la semaine et du week-end, pour partager ces savoirs, pour participer aux ateliers de formation, pour avancer tout le monde ensemble et du coup vraiment faire une mixité sociale autour de ce lieu qui sera un lieu de rencontre, non seulement pour ces personnes accueillies dans les ACI, mais aussi pour tous nos adhérents qui pourront venir sur place et aussi pour éventuellement des visites scolaires. On aimerait bien intervenir aussi dans les milieux scolaires grâce à tout ce potentiel de formation. Et si une association ou une collectivité souhaite avoir une parcelle pour un jardin Mhm. collectif ou familial, c'est aussi dans vos... Là, c'est plus compliqué. Nous, on reste dans le domaine de l'agriculture. Donc, on va essayer de rechercher des terrains agricoles en priorité pour donner des débouchés aux personnes conformes. Les personnes pourront participer avec les personnes en insertion à la revalorisation de petits terrains publics, mais ne pourront pas louer sous forme de jardin partagé ces parcelles-là. Pour le moment, ce n'est pas dans nos prérogatives. À terme, peut-être, si on a des particuliers qui veulent bien nous mettre à disposition des terrains, peut-être. On ne se ferme pas la porte. Alors, vous avez dit que les partis mettent à votre disposition des terrains. Alors, la contrepartie pour ces terrains-là, normalement, qui c'est qui... Alors, il y a plusieurs contreparties. Soit les gens participent
aux activités de notre association parce qu'ils ont envie eux aussi de mettre les mains à la terre et de découvrir des nouveaux savoirs sous forme d'ateliers réguliers où ils peuvent venir pendant 1 heure ou 2 se former avec quelqu'un qui va donner de son savoir. Soit ils peuvent aussi, en contrepartie, avoir des abonnements auprès de nos paniers hebdomadaires et du coup profiter des productions de ces jardins. Il y a plusieurs moyens en fait. On veut développer un système d'échange qui n'est pas forcément basé sur l'argent. On essaie en tout cas. Panier hebdomadaire, je vois que, enfin, en tout cas au niveau de la permaculture à La Réunion, il y a quelques personnes qui ont développé ce produit. Et effectivement, les paniers à 25 €, on le voit. Mais à ce niveau-là, quelle va être la gestion? Parce que ça reste quand même une production. Il doit y avoir quand même une gestion, je dirais, comptable. Comment ça va se faire par rapport à la loi? Alors déjà, on est encadré, on a le soutien du département qui peut donner une subvention à hauteur de 30 000 € plus le financement d'un poste en CAUI ou enfin CUI, entre un emploi aidé pour 1 an pour aider à mettre en place l'AMAPI. L'AMAPI, Association de maintien de l'agriculture paysanne. Donc ça, c'est une structure qui va nous donner le coup de main de départ. Après, il faut qu'on le pérennise. Pour le pérenniser, on ne va pas rester que sur des paniers bio parce qu'on se rend compte que on ne peut pas demander des grosses commissions, sinon on n'a plus cet échange direct. Nous, on veut faire de la vente directe. Le but, c'est pas qu'on prenne de l'argent sur les paniers des producteurs. On va essayer, en récupérant le surplus des fruits dans les cours des particuliers, et là, vraiment, il y a énormément de choses à faire. Récupérer le surplus de fruits dans les cours des particuliers, c'est un travail qui est immense. On le voit déjà à chaque fin d'année avec les litchis, qu'ils préfèrent laisser les litchis sur l'arbre plutôt que de les cueillir parce que ça coûte trop cher de le faire. Comment aller récupérer quelques papayes ou quelques goyaves dans la cour d'un particulier? Nous, on a mis en place des enquêtes qu'on peut remplir sur son smartphone et on fait du porte-à-porte pour que les gens nous disent quelle serait la production qu'ils seraient prêts à nous donner et qu'ils aient nos coordonnées pour nous appeler. Après, on va mettre en place des délégués de rue qui vont centraliser ces choses-là à petite échelle. C'est un réseau qui doit se mettre en place. Il y a énormément de travail à faire, mais c'est un nouvel emploi, l'emploi de cueilleur-jardinier, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui pourrait se profiler à l'horizon et qui pourrait permettre de récupérer cette masse. Quel est l'intérêt pour le particulier L'intérêt, déjà, bien souvent, les particuliers sont des personnes âgées, puisque les arbres fruitiers prennent du temps à se mettre en place, donc ce sont souvent des personnes âgées qui ne peuvent plus ni grimper aux arbres ni cueillir, et du coup, on les débarrasse d'une production qui tombe. Ensuite, nous, on arrive et on fait des traitements biologiques contre les mouches de fruits. Le simple fait de ramasser les fruits qui tombent permet d'enrayer un peu la propagation de ces problèmes. Ensuite, on propose des petits services, c'est-à-dire que peut-être que ces personnes auront besoin d'une petite aide en jardinage. Peut-être qu'elles auront parfois juste souvent besoin d'un petit visite de temps en temps parce que les enfants travaillent toute la journée. Il y a vraiment quelque chose de... D'accord. C'est vraiment, en tout cas, vous vous basez vraiment sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Alors, là, pareil, économie circulaire, c'est un mot récent, mais quand on voit le mode de vie de nos grands-parents, de nos grands-mounes... Ça existait avant. C'était ça. À chaque fois qu'on allait chez notre grand-père, on repartait avec un petit plant de tomates, avec une petite herbe de scie, des Il y avait un partage. Il y avait un partage naturel qui se faisait et qu'on a perdu parce que les gens sont déconnectés du sol, ils vont vers des logements sociaux, ils n'ont plus cette relation à la terre. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes à La Réunion qui sont en logements sociaux et qui ne peuvent plus avoir ce contact, ce qui est dommage. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de suivre ce projet avec vous, Coralie Waro. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On verra un petit peu comment ça évolue et on essaiera de vous avoir le plus souvent pour nous dire où vous en êtes et puis faire la promotion de ce projet d'insertion avec vous. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Est-ce que je peux juste te dire comment nous contacter ? Allez-y. Alors, on a une adresse mail si vous êtes intéressé, lesjardins-de-Font-Imard, tout collé, @gmail.com. On a une réunion de travail ce samedi de 8h à midi au CAS du Hangar, donc rue des Épinards à Boisneuf-Saint-Paul. Pour nous joindre par téléphone, le mien c'est 06 92 04 10 62. Pour joindre Malcolm, qui est le trésorier de l'association, c'est 06 93 60 86 95. On a une page Facebook
Donc, n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou par SMS vos coordonnées pour qu'on vous mette en copie de nos diverses avancées. Sur cette page Facebook, vous pouvez trouver des formulaires d'adhésion. Ça ne vous engage pas à vous adhérer, mais déjà, ça vous permet de voir un petit peu les services que propose l'association. On a aussi des questionnaires en ligne. Peut-être seriez-vous intéressé pour des paniers, ou bien pour si vous êtes agriculteur et que vous voulez vendre votre production, peut-être que vous seriez intéressé aussi. Donc, on a besoin de matériaux, on a besoin de récupération, on a besoin de plantes, de graines. Comme on fait quelque chose vraiment qui est basé sur l'entraide, on compte sur vous. Merci, Coralie Waro, donc de l'association Fonds d'Imar, pardon. C'est ça? Fonds Imar, moi je fais la liaison toujours parce que je trouvais ça assez drôle. Alors, merci. Donc, on va quand même continuer avec l'agriculture bio, puisque ça a commencé, comme l'a dit tout à l'heure Coralie Waro, avec nos grands-parents et surtout avec nos ancêtres, les esclaves, surtout les marrons, qui ont développé l'agriculture pour leur seule survie. C'était l'époque des camps marrons. Une référence pour Jean-Paul Bavol, président de Camps Marrons du Bernica, qui nous en parle. Quels légumes, quels fruits, bonne marron, tu manges quand tu es dans la nature? Bonne marron, tu manges tout. Parce que manger, c'était un art pour trouver pour manger. Que ce soit le conflon, que ce soit le pavon, que ce soit le gouyaou, que ce soit le manioc, c'est tout. Il n'avait point le choix. Le choix, c'était de manger pour sauver, manger pour survivre, nous allons dire. Donc, c'est pour ça que nous gagnons pas de il te manque calba, il mange ça, il mange tout. Quand il parle patate, manioc, ravage, bonnes fruits, bonnes légumes que bonnes esclaves là aussi connus, pour vous, ils représentent quoi d'avoir à table ces mêmes légumes, ces mêmes fruits? Ben, déjà, il veut dire que c'est important pour moi, patate, chouchou, que ce soit manioc, que ce soit tout. C'est une richesse, c'est une vitamine. C'était la nourriture de base pour maintenant. Et quand nous regardons les esclaves, tout ça qu'on fait téguer, quand nous voyons les esclaves, tout ce travail qu'il fait, témoin de patate, témoin de manioc, sa force qu'il avait, sa puissance qu'il avait. Donc, quelque part, il veut dire que les fruits, les légumes longtemps, que Dieu leur donne en abondance pour planter, et que maintenant, survivre avec ça, ben, nous peut dire que au-dessus de nous, les affaires les plus grands et puissants, c'est Dieu qui donne maintenant tout ça là, cette force de planter et de manger. Ces héritages que gros maman, gros papa la laisse pour nous, que malheureusement, mais par contre, moi, il dit la vérité, moi, parce que la vérité n'est seule couleur. Que bon savant, maintenant, il prend, ça rend le nom scientifique, ça rend le nom ceci, ça rend le nom cela. N'oublie pas la base, le pied de bois à la racine, hein. Avant nous savoir son nom scientifique, la racine, n'oublie pas, gros pied de bois, là, les racines. Donc tout ça, là, il avait une source, il avait une base, il avait une richesse, c'est un patrimoine, c'est un jalon, encore comme il dit. Et nous les riches, nous les contents, nous avons tout ça là. Mais il faut nous gagner sauver, il faut nous gagner mettre en avant, ça est à nous. Il faut nous gagner éduquer maman pour manger ça, ça est bon pour que ça, et tout ça là. Et c'est ça notre richesse. Il donne 600 encore millième moins de chaque instant, taquiner, basé, dire une affaire. Parce que nous avons joli mot comme là. Joli mot, il parle de l'environnement durable. Joli mot, il parle d'un tas d'affaires. Mais le bon grand monde était déjà dans l'environnement durable. C'est pas ça qu'a sali la Réunion. Bon, ça tout simplement. Un petit organe comme ça, donc tu enlèves la peau, ils mettent dans le ponzon, ben, il fait finir, et tu prends ça pour faire garde de toilette, éponge vaisselle, la marmite. Aujourd'hui, là, comme là, on n'a pas une faire, il faut des cours, dans le camp. Il y a un problème, vous comprenez? Ben là, tu prends ça, l'exemple, le coco, hop, le coco qu'on appelle aussi l'arbre de vie, l'arbre à miracle, depuis la racine jusqu'au dernier grand, on est bon. La racine peut rafraîchir, les petits cocos, les tomates, on rafraîchit. Tout, quand il finit en maturité, il finit toutes sont bonnes affaires là pour faire la colle coco, la noix coco, cela. Quand les secs, hop, coupé, brosse coco. C'est bon? Si ça va dans la bouche, mettre ça sur la tête, c'est un pont l'enlève et puis pour tête. Ça pour nous donner frère africain. C'est bon? Après, ben, il veut dire que maman ne colle pas, il m'en donne coco pour détacler la langue. C'est bon? Longtemps, tu utilises ça pour faire la quête. Et boire un rhum coco là-dedans. Notre culture est Paris. Alors donc, retour sur le plateau. On va juste se poser la question, puisqu'on parlait d'insertion et d'entreprise tout à l'heure agricole, on va parler d'entreprise. Cette fois-ci, de manière générale, combien de collectivités et d'organismes incitent et encouragent les Réunionnais à créer leur emploi? Et pour ce faire, tous
bien sûr, promettent d'accompagner le courageux futur chef d'entreprise. Ce soir, Jérémy Berfroy l'a dit, l'y veut faire. En tout cas, c'est Gaël l'a dit, la langue à point l'oiseau, c'est dans Causement Réunionnais. Ciao. C'est bien Gadiam Réunionnais. Bonsoir, Jérémy Berfroy. Bonsoir. Alors, l'a dit ou l'a fait? L'ADI l'a fait. L'ADI, c'est une association loi 1901 qui existe à La Réunion depuis 25 ans et qui a été créée il y a 30 ans en métropole. On va tout de suite préciser que c'est du microcrédit. Oui, alors c'est une association qui permet aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire d'accéder au capital. Donc c'est pour ça qu'on parle de microcrédit. Et accéder au capital et à de l'accompagnement pour pouvoir créer sa propre entreprise, donc créer son propre emploi. Ou accéder à un emploi salarié, ou retourner à un emploi salarié également. Le plafond, bon, on va tout de suite préciser que vous êtes aujourd'hui à 10 000 euros de plafond. Alors, le plafond des microcrédits professionnels est à 10 000 euros aujourd'hui. Maintenant, on est en train de tout faire au niveau national, au niveau de l'ADI, pour relever ce plafond et permettre de financer des entreprises jusqu'à 12 000, voire 15 000 euros aujourd'hui. Alors, pour essayer de comprendre le microcrédit, on va juste dire une chose. Combien d'entreprises vous avez, de TPE, d'artisans et de commerçants vous avez soutenus jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent, à La Réunion, on va dire plus de 10 000, près de 10 000. Au niveau national, plus de 140 000. Et l'année dernière, simplement 845. On va juste aussi dire que l'argent, bien sûr, vous l'achetez aux banques, comme les banques l'achètent généralement à la Banque Centrale Européenne, vous l'achetez aux banques, et que votre taux de crédit aujourd'hui se situe à quel niveau? Autour de 7%, 7,5%. Ce qui est par rapport à la norme, c'est bien. Alors, c'est moins bien. c'est pas du tout comparable à la norme, je dirais, parce que l'ADI est avant tout une association qui permet d'accéder au crédit bancaire. Avant tout, le principe, c'est de donner accès au capital et de permettre à des publics qui n'ont pas cette possibilité de voir le banquier pour pouvoir créer leur entreprise avec un petit financement. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est tous les moyens, également l'accompagnement. Après, pour revenir sur la question, le taux standard des prêts aujourd'hui, bon, je pense qu'on peut aller voir un banquier, avoir un prêt à 2-3%. Maintenant, il faut avoir les capacités, présenter toutes les garanties suffisantes, un bon plan d'affaires, un bon business plan, comme on dit, pour pouvoir convaincre le banquier de nous suivre, quoi. Voilà. Si on fait on peut faire un bilan sur ce que l'ADI a fait jusqu'à maintenant. Comment vous avez accompagné les entreprises et dans quelle proportion? Alors, un bilan à La Réunion, et puis après rappeler aussi que c'est une direction régionale Réunion-Mayotte, donc nous intervient sur les 2 îles. Alors comment on a fait? D'abord, c'est remplir les 3 missions de l'association, financer, accompagner, et puis la 3e mission, c'est aussi essayer de travailler pour faire changer l'environnement, faciliter les choses et donner les moyens aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets de créer leur entreprise. Donc comment? C'est en donnant la main aux chefs d'entreprise, aux futurs créateurs d'entreprise, en le conseillant et puis en lui apportant un petit capital pour démarrer. Alors le petit capital, en moyenne, il est de 8 000 euros. Je ne sais pas s'il a bien répondu à la question, mais... Généralement, quels sont les secteurs d'activité qui vous sollicitent le plus? Alors, à La Réunion, les secteurs d'activité sont assez variés. Alors aujourd'hui, le secteur le plus sollicitant, c'est les services. Alors dans les services, il y a un peu de tous les services, les services à la personne, la coiffure, la restauration, etc. Puis il y a aussi un petit peu de bâtiment, un petit peu d'artisanat, un petit peu les métiers, on va dire, manuels. Et puis, en gros, on touche tous les secteurs d'activité, également l'agriculture. Donc finalement, quand on parle de services, c'est là où on a besoin, j'allais dire le moins d'outils. Les outils, le budget d'investissement est plus ou moins Exactement. réduit. Alors, c'est vrai que dans les services, on a besoin de moins d'investissement. Si il s'agit de prestations de services ou simplement de vendre sa matière grise, oui, effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Maintenant, si je fais un parallèle, en France, la plupart des créations d'entreprises qui se font ont nécessité de moins de 8 000 euros. Donc le microcrédit, aujourd'hui, peut être une solution pour beaucoup de gens. Et nous,
l'idée, c'est vraiment de démocratiser un petit peu ça et de donner accès à la création d'entreprise, à la création de son propre emploi à tous. On commence toujours petit, et ça c'est un slogan qu'on avait à l'époque. Et pour peu qu'on ait les outils, l'accompagnement, le financement qui fait défaut la plupart du temps, on peut se lancer. C'est avant tout, je dirais, une histoire personnelle, une question de volonté, de détermination pour pouvoir faire quelque chose qui bien souvent nous tient à cœur. Et aujourd'hui, le public qui vient vous solliciter, c'est en plus des personnes je dirais, matures, entre 40 50 ans, ou des jeunes de 20-30 ans, qui ont envie de créer leur activité. Alors, en fait, on a un peu tous les profils, mais on a quand même près de 40% de jeunes qui viennent nous voir pour créer leur propre emploi. On a aussi beaucoup on va dire, de personnes seniors qui ont autour de 50 ans et plus. Donc là, à peu près 15%, ce qui me donne des chiffres à peu près précis. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes. Plus de 40% des porteurs de projets sont des femmes, donc créent leur propre emploi, quand on sait que c'est celles qui sont le plus touchées par le chômage à La Réunion et ailleurs. Votre dernier événement, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, le dernier événement, c'était début février, donc du 5 au 9 février. On avait réuni sur 5 forums tous les partenaires de la création d'entreprises autour de nous, également le Pôle emploi, le nouveau régime social de sécurité sociale. Tout ça pour donner toutes les informations, répondre à toutes les questions que peuvent se poser les chefs d'entreprise. Donc on a reçu en une semaine plus de 300 personnes. On a eu au téléphone plus d'une centaine de contacts, donc ce qui fait au total 400 contacts sur une semaine de personnes qui avaient un projet de création d'entreprise à La Réunion. Et parmi ces 400 personnes, combien de projets vous paraissez déjà bien avancés? Alors, pour tout vous dire, mes collègues n'ont pas cessé de recevoir des porteurs de projets la semaine dernière. En une semaine, je crois que c'est plus de 150 rendez-vous qui sont fixés et on est en train au fur et à mesure là, de commencer à faire le bilan. Mais je dirais que en moyenne, après, on ne peut pas financer tous les projets. Tous les projets ne sont pas au même stade de maturation. Donc parfois, il faut retravailler. Donc en règle générale, après une action comme ça, c'est un projet sur deux qui peut être financé, accompagné. Ce qui veut dire que des projets que vous voyez intéressants, même si il n'est pas encore bien ficelé, vous essayez d'accompagner la personne ou pas? Tout à fait. Alors on parle, nous, de microcrédit accompagné. L'accompagnement fait la réussite de l'entreprise. On accompagne avant, pendant et après le lancement de l'activité. On va utiliser donc tous les moyens qu'il y a à notre disposition. On met aussi à disposition des contenus sur Internet pour les chefs d'entreprise. Donc on a un site adiconnect.fr pour les porteurs de projets pour pouvoir apporter des fiches pratiques, des tutoriels, des webconférences sur toutes les thématiques de la création d'entreprise. Et sur ces groupes que vous avez rencontrés, sur ces groupes, je dirais, qui restent à accompagner, vous en avez combien aujourd'hui que vous accompagnez vraiment? Alors, si on parle depuis du nombre de personnes qu'on suit en instantané aujourd'hui, on a plus de 3600 personnes qui ont en cours un microcrédit. Ça veut dire 3600 personnes qu'on accompagne. Ça vous fait un budget d'investissement de combien sur l'année 2017? Alors, en montant prêté sur l'année 2017, on a prêté près de 9 millions d'euros. 8 900 000. Il y a des problèmes parce que les entreprises, ils sont viables, ils vont au bout et les remboursements se font, ou il y a des moments où les entreprises n'en peuvent plus. Alors, il y a des hauts et des bas, mais globalement, on a des très bons taux de remboursement des crédits, ce qui veut dire que les entreprises réussissent bien. On a 96% de taux de remboursement, plus de 96% de taux de remboursement aujourd'hui. Ce qui est un très bon chiffre. C'est un très bon chiffre parce que ça porte sur les 3 voire 4 dernières années. Donc ça veut dire que c'est 96% de toutes les entreprises qu'on a accompagnées sur les 4 dernières années
qui n'ont pas de souci pour rembourser un crédit. Et il y a une autre réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces porteurs de projets sont mieux, je dirais, préparés, ont plus de connaissances de leur environnement, du monde de l'entreprise. Et ça, c'est un atout, je pense, aujourd'hui, qui pèse aussi pour l'accompagnement des entreprises. Oui, c'est important de mieux les accompagner, de mieux les préparer. Alors, mais par contre, il y a aussi d'autres réalités. La réalité, c'est que à La Réunion, quand on regarde la population, il y a plus de la moitié de la population qui est sortie de l'école sans diplôme ou qui a un niveau maximum de CAP BEP. Et ça se retrouve dans nos chiffres. Plus de la moitié des chefs d'entreprise qui démarrent avec l'ADI n'ont pas de diplôme, n'ont pas le bac. Donc ça, c'est quand même un coup de chapeau aussi à leur lancer. C'est des gens qui ont envie, qui en veulent et qui réussissent, même s'ils n'ont pas de diplôme. C'est ce qui permet des remises à niveau, les VAE, les... la valorisation de l'expérience. Oui. Alors, ça, c'est un peu un combat aussi national, c'est de faire reconnaître la création d'entreprise comme une expérience qui permet de valoriser un diplôme. Alors, c'est de mieux en mieux reconnu, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise ou de porteurs de projets que je connais qui ont fait cette étape-là de se former pour pouvoir mieux se préparer. Et même lorsqu'ils sont lancés, je peux prendre un exemple vivant, hein, j'ai accompagné plusieurs coiffeuses, par exemple. Vous savez que pour ouvrir un salon de coiffure, il faut le BP, donc Le brevet brevet professionnel. professionnel. Donc beaucoup démarrent avec le CAP, donc ce qui leur permet d'avoir une activité Peut-être au moins salarié ambulante. déjà, ouais. Voilà, de Mm. commencer en ambulant. Donc elles vont en porte-à-porte, coiffer à domicile. Et puis après, une fois que l'activité est lancée, même en ayant une activité en responsabilité, ils reprennent des études pour pouvoir passer ce BP. Bon, ce brevet Et j'en professionnel. connais qui ont eu la chance de gagner également le brevet de maîtrise. Donc du coup, elles deviennent ensuite formatrices d'autres coiffeurs. Ouais. Alors, juste pour donner l'équivalence, donc le brevet professionnel, c'est le niveau 5 et le brevet de maîtrise, donc C'est niveau 4. le bac plus 2. Ouais, bac plus 2, ouais. Mais à ce niveau-là, justement, est-ce que l'ADI essaye de faire en sorte, dans l'accompagnement, vraiment que les chefs d'entreprise soient de plus en plus formés? Tout à fait. Alors, l'ADI, en fait, depuis l'année dernière, a obtenu une certification professionnelle, donc depuis le mois de septembre 2017. Et cette certification professionnelle s'appelle Je deviens entrepreneur. Donc actuellement, nos équipes travaillent à mettre en place un centre de formation à l'entrepreneuriat qui va permettre à toute personne qui veut créer sa boîte d'apprendre en fait le métier de chef d'entreprise. Alors je dis c'est un bien grand mot, mais le principe c'est déjà de prendre la posture du chef d'entreprise. On a plusieurs casquettes. On a la casquette du financier, la casquette du commercial, on a la casquette du patron qui aura après à manager une équipe. Il faut bien organiser son entreprise, son activité. Il faut répondre aux besoins et satisfaire sa clientèle. Donc toutes ces missions, donc du commercial, administratif, financier, gestion, gérer du personnel, il faut avoir toutes les compétences et toutes les connaissances pour. Donc le principe, c'est déjà en l'espace d'une formation courte. Donc l'idée, c'est pas de faire un truc 6 mois, 1 an, c'est de faire une formation courte de 35 heures qui permet d'avoir cette certification professionnelle. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle permet d'avoir la dispense du stage préparatoire à l'installation. Donc du coup, vous avez la possibilité de vous inscrire au registre du métier. C'est une formation gratuite, hein, je précise, après avoir fait cette formation-là. Et au-delà de ça, l'ADI est composé de salariés, mais aussi de bénévoles. Et donc, on peut proposer après cette formation tout un contenu, tout un panel de services à la carte, du coaching, une aide au montage de dossier pour permettre vraiment d'aller plus loin et de finaliser le démarrage de l'activité et d'avoir un business plan et ensuite pouvoir aussi, face à un jury, défendre son projet.
puisque toutes les personnes qui vont passer par cette formation passeront devant un jury pour pouvoir valider le certificat professionnel. Il nous reste 4 minutes, j'ai eu froid. Juste pour dire d'abord quels sont les autres grands rendez-vous de l'année avec l'ADI, et puis maintenant, pour si jamais on souhaite venir vous voir, comment faire. Alors, l'ADI donne rendez-vous aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, 3 fois dans l'année au minimum. Alors, donc la première occasion, ça a été la semaine du microcrédit, c'était au mois de février. Donc les prochains rendez-vous, c'est vraisemblablement au mois de juin, au mois d'octobre. Donc pour 2 prochaines campagnes. Et puis après, nous, on est sur le terrain. Donc les agences sont à Saint-André, Saint-Paul, Saint-Denis et Saint-Pierre. Vous pouvez trouver nos collègues aussi sur les autres forums, puisqu'il y aura d'autres forums qui seront organisés tout au long de l'année par nos partenaires. Et donc aujourd'hui, un seul numéro, enfin 2 numéros pour nous joindre. Un numéro local 02 62 55 11 14. Un numéro cristal, donc là, il n'y a pas de surcoût. C'est un appel non surtaxé, c'est le 09 109 328 110. Et puis, pour avoir plus d'informations, plus de contenu, allez sur le site de l'ADI, www.adiconnect.fr ou tout simplement www.adie.org. Voilà. D'un point de vue pratique, venez aux agences, appelez-nous, on est là pour vous écouter. Et puis, si vous voulez avoir des exemples, il y a aussi une page Facebook, ADI.La Réunion, et là, il y a des portraits de chefs d'entreprise qui sont passés par l'ADI. Il y a également des petits conseils, toutes les informations locales sont dessus. En tout cas, je veux dire, pour l'accueil, tout est en place. Vous avez également une page bleue, je pense. Pardon ? Vous avez une page réseau social, je pense. Oui, réseau social, donc sur Facebook, et puis je suis en train d'essayer de lancer un petit Twitter, mais voilà. En tout cas, vous utilisez les réseaux sociaux. Je crois que c'est l'avenir, et puis même pour les chefs d'entreprise, les réseaux sociaux, le web, c'est bien parce que c'est un moyen de communication qui coûte rien du tout. Il faut avoir simplement un abonnement Internet. Mais après, le premier, donc là c'est un petit conseil aussi, c'est le bouche à oreille. Donc avoir un bon bouche à oreille, faire parler de soi, c'est l'essentiel. Merci, Chémy Berfroy. Je rappelle donc que vous êtes de l'ADI, donc dans le microcrédit, et que aujourd'hui, c'est de montrer que à ce niveau-là, le microcrédit accompagne surtout les artisans et les commerçants. On accompagne et surtout c'est possible. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, j'ai vu beaucoup de gens réussir. Ils sont partis de rien du tout. On a plein d'exemples à donner et si je reviens dans l'émission, j'aimerais bien revenir avec des chefs d'entreprise qui ont réussi. On va dire que le rendez-vous est pris. Voilà, rendez-vous est pris. D'accord, restez là le temps que je lance le sujet. Créer son entreprise, profiter des opportunités que représentent les nouvelles routes de la soie. C'est possible aujourd'hui. Jim Wang, président de LNG Consulting, cabinet de conseil, accompagne les collectivités et les entreprises dans leur relation avec le monde économique chinois. Quelles sont les missions de ce cabinet ? Notre cabinet, comme je disais, est spécialisé dans l'accompagnement des institutions et des entreprises dans ses relations ou son développement en Chine. Nous accompagnons également des institutions et des entreprises chinoises pour mieux travailler en Afrique. Alors, d'abord sur les relations entre la Réunion et la Chine. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place ? Comment vous facilitez les échanges et les relations entre la Réunion, les collectivités et les entreprises, avec leurs homologues chinois ? Alors, c'est très simple. La Chine est un marché très complexe et très grand. Et la Réunion, même si on est loin et on est une petite île par rapport à la Chine, mais nous avons quand même des choses à leur proposer. Et si on veut se donner une chance sur le marché chinois, il faudrait bien se préparer, il faut bien cibler les marchés de niche. En tout cas, il faut bien identifier les interlocuteurs et puis préparer notre démarche, notre implantation. Donc c'est dans ce sens, nous essayons d'accompagner au mieux les entreprises qui souhaitent aller en Chine, que ce soit pour vendre leurs produits ou bien s'implanter, ou travailler en partenariat, en joint venture avec les entreprises chinoises. Nous proposons
donc des études de marché, stratégie de marketing, de communication, les audits de leurs partenaires, de leurs fournisseurs éventuellement. Mais en tout cas, voilà, notre travail, c'est de aider ces entreprises qui souhaitent réussir en Chine, minimiser les risques et essayer d'optimiser leur investissement. Quel état d'esprit doit avoir l'occidental, le français, le réunionnais, qui veut travailler avec la Chine, qui veut investir, qui veut être sur le marché chinois? D'abord, il faut oser. Je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller et de se dire si je veux et si je fais les choses correctement, je peux réussir. Donc il ne faut pas avoir peur de la Chine. Ensuite, il faut bien se préparer. Hein, on s'aventure, on ne peut pas s'aventurer en Chine comme ça. Il faut être donc être bien accompagné. Il faut savoir se protéger également. Je disais donc la deuxième chose qui est très importante, c'est de bien se préparer. Et troisième chose, c'est de être extrêmement flexible, savoir s'adapter, être rapide, parce que la Chine aujourd'hui fonctionne d'une vitesse incroyable. Donc les entreprises chinoises, les consommateurs chinois, on est habitué à avoir des demandes qui doivent être satisfaites avec un délai très très court. Donc voilà, en tant qu'entreprise, si on veut réussir, il faut savoir s'adapter. Il faut travailler à la vitesse chinoise. Si on est capable de travailler à la vitesse chinoise, qu'on est souple, on a une meilleure chance de réussir. C'est le moment de recevoir l'invité d'Yves Montrouge. Yves Montrouge, bonsoir. Bonsoir, Gismé. J'allais dire que la même couleur que le vert de la chemise. Non, c'est pas le même, c'est vrai, effectivement. Je me tiens à carreau. Ah, bien. Puisque vous êtes en forme, je vous laisse. Oui, je reçois Philippe Robert ce soir. Philippe Robert, que vous connaissez. Bonsoir, Philippe Robert. Il est membre de l'opposition municipale à la possession. Enfin, il faut savoir qu'il y a deux groupes au sein de l'opposition municipale. Il y en a un qui est mené par Philippe Robert et l'autre qui est mené par Éric Fontaine, c'est ça? Et Philippe Robert, je ne vous le présente pas non plus. C'est le fils de l'ancien maire de la possession, feu Roland Robert, qui a été maire pendant 43 ans, je crois, c'est ça, hein? D'accord. Donc Philippe Robert, je l'ai invité ce soir parce qu'on avait eu Vanessa Miranville, la maire de la possession, jeudi dernier, pendant 1 heure dans l'émission Le bilan à mi-mandat des maires. Et donc je voulais quand même avoir un petit peu la position de Philippe Robert, qui est de l'opposition, donc qui nous apporte un autre regard. Et ma première question, c'est le personnel communal, je crois, c'est l'intersyndical, a appelé un débrayage ce matin. Vous êtes solidaire, si j'ai bien compris, avec le... Voilà, a appelé à c'est un appel de grève illimité qui a été qui a lieu ce matin. Il faut savoir que c'est la 5e grève en 4 ans. J'ai toujours, moi, on était les premiers à dénoncer. Dès 2014, quelques mois après son arrivée au pouvoir, on a commencé à dénoncer la chasse aux sorcières qui a été organisée dans tous les services de la ville. C'est un drame humain qui se joue à la mairie de la possession. C'est un petit peu ce qui se passe dans toutes les municipalités quand il y a un changement de majorité. Mais peut-être pas à ce stade, M. Montrouge. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu dans aucune autre collectivité une telle machine de destruction, de terreur qui est menée au niveau des employés. Je rappelle le contexte, donc 5e grève, au moins 3 plaintes déposées contre Vanessa Miranville pour harcèlement moral discriminatoire, des employés qui sont en souffrance, une instabilité administrative, 5 DGS en 4 ans, autant de DRH, autant de directeurs généraux adjoints dans les autres services, un jeu de chaises permanent, un organigramme qui n'a toujours pas été adopté, qui bouge tous les mois. Et surtout, je le dis moi à chaque fois aux journalistes, lorsque j'ai la chance d'être invité sur les plateaux ou lorsque je fais des conférences de presse, renseignez-vous, allez voir les ressources humaines à la mairie de la possession et demandez-leur combien d'arrêts maladie ont été déposés depuis 2014. C'est un record, c'est historique. Selon vous, je sais pourquoi, c'est un problème de management? C'est un problème de management, c'est un problème de recrutement à outrance qui est mené depuis 2014. Est-ce qu'on peut reprocher à un élu de recruter, surtout dans une île qui est frappée par le chômage?
on ne peut pas reprocher à un élu de recruter peut-être, mais à partir du moment où ces recrutements déjà bénéficient à des réunionnais ou à des possessionnés. Ce n'est pas forcément le cas lorsque Mme Mironville mène ses recrutements. Je parle de préférence régionale, là, hein. Je rappelle l'épisode Élise Cadren. Ouais. On paye les frais de déménagement, on paye son logement. Elle est payée. Qui était DGS. Qui était DGS, le premier DGS sous les Mironville. Autant d'argent dépensé pour un recrutement de DGS, je pense que ce n'est pas normal. Ouais. Si le recrutement bénéficie aux possessionnés, peut-être, mais ce n'est pas forcément le cas. Je trouve que c'est peut-être sûrement un problème de management, mais c'est un problème également j'ai envie de dire, moi, que c'est de la méchanceté de la part de Mme Mironville. C'est-à-dire, expliquez-vous. Ouais. Dès son départ, il y a un sentiment de terreur qui a été mis on sur dirait pied. pas, quand on la regarde comme ça, je sais pas, c'est une femme qui est charmante, qui est agréable. Je vous laisse ces propos. Moi, vous voyez ça avec les yeux d'un opposant. Moi, je constate les employés qui sont en souffrance, M. Montrouge, les arrêts maladie, certains qui sont hospitalisés, qui sont fatigués, qui sont sous traitement lourd. Mais est-ce que c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas pris des habitudes pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, et puis tout d'un coup, elle arrive, effectivement, elle donne un petit coup de pied dans la fourmilière, elle bouscule un peu les codes, ça passe pas, quoi. C'est un petit coup de pied dans la fourmilière, M. Montrouge. Moi, je ne peux pas résumer ça comme ça, parce que je vous dis, je suis en contact permanent avec un certain nombre d'employés, et quand je parle de chasse aux sorcières et de méchanceté, je pèse mes mots. Maintenant, par rapport aux plaintes qui ont été déposées au pénal, on verra si... il y a eu des enquêtes, une enquête préliminaire et tout, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation. Tout à fait. La plainte est sur le bureau du procureur de la République. Lorsqu'il ouvrira... Elle a été entendue aussi par les gendarmes de Saint-Paul. Lorsque l'enquête sera instruite, la plainte sera instruite, on verra à ce moment-là si c'est moi qui raconte n'importe quoi, si c'est un petit coup de pied dans la fourmilière qu'elle a voulu donner, ou si c'est véritablement un problème beaucoup plus grave de harcèlement. D'accord, mais ça, on verra effectivement à l'issue de l'enquête. Il y a eu un appel au débrayage également le 13 février dernier. Oui. Mais si je ne me trompe, vous êtes à peu près 1 millier au niveau des agents communaux à la possession. Il y a eu une 50aine de personnes. Ça veut dire que le mouvement n'est pas suivi non plus. Ça veut dire que la grande majorité est au travail. Je fais ce constat comme vous également. Maintenant, est-ce qu'un employé qui ne débraye pas ou qui ne grève pas, est-ce que l'employé n'a pas peur? Est-ce que l'employé n'est pas fatigué des problèmes qu'il peut avoir depuis 4 ans pour dire qu'il s'affiche ouvertement contre la majorité? Et je pense que c'est toutes ces questions-là, toutes ces données qu'il faut prendre en compte pour évaluer effectivement le nombre de grévistes. Après ces déclarations dans la presse où elle dit qu'en 2016, elle était trop gentille, où elle a déjà annoncé que les jours grévés seront coupés sur le salaire des employés et qu'elle aura tout le monde dans le viseur, je pense que les employés ne veulent plus aujourd'hui s'afficher et préfèrent subir dans le silence. Après, c'est la loi, j'ai un effet. Tout à fait. La loi aussi. Tout à fait. Mais il y a une séance du conseil municipal, je crois que c'est demain. C'est sur les orientations budgétaires. Oui. Elle aura lieu, cette session, même par rapport à la grève, non? En tout cas, la convocation donc, a été lancée demain 17h30. Il y a la grève, effectivement. Il y a Mme Mironville qui est en métropole à chaque grève. Elle sera de retour, si ce sera. J'espère qu'elle sera présente pour défendre ses orientations. En tout cas, on est dans un contexte très particulier. J'allais justement vous poser la question sur le contexte financier de la possession. Je crois que vous êtes placé en risque important, financier important. Vous, qu'est-ce que vous reprochez justement à ce niveau, à la municipalité, à la majorité? Je le dis, moi, depuis plusieurs années, et comme vous dites aujourd'hui, ce n'est plus moi, ce n'est plus l'opposition. Oui, c'est la préfecture, c'est l'État qui tire la sonnette d'alarme. C'est la direction régionale des finances publiques qui classe la ville de la possession en commune classée risque important, qui est, je le rappelle, la dernière étape avant la mise sous tutelle. Enfin, qui n'est pas la seule collectivité. Il faut relativiser aussi, parce qu'il y a à peu près une 8aine de municipalités qui sont placées en risque financier important. Tout à fait, mais sur ce courrier, j'insiste là-dessus, parce que sur ce courrier, on parle de 2016, de 2017, de 2015.
On ne parle pas de 2013, 14, 12, 11, 10, 8, etc. C'est peut-être la résultante justement de la gestion précédente. Justement, venons-en là, Monsieur Montrouge. Madame Mironville, qui a toujours voulu jeter le discrédit sur l'ancienne équipe, dès son arrivée au pouvoir, si on regarde le courrier, et le courrier donc parle des années 2016-2017, la situation financière de la ville est catastrophique. Pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? Nous avons quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui mène une vague de recrutement extraordinaire. Et je le dis souvent, c'est de la gabegie financière qui a été menée à mairie de la Possession. Si on compare juste la ligne budget du personnel, l'année 2015, l'année 2016 par rapport à l'année 2014, le budget du personnel a connu une augmentation de 16%. 16%, c'est-à-dire de 3 500 000 euros supplémentaires qui impactent directement le budget de la commune, la masse salariale qui impacte directement les possessionnés. C'est pourquoi on connaît depuis 3 ans toutes ces augmentations, les tarifs municipaux, les locations de tables, bancs, chaises et concessions mortuaires, la salle mortuaire, les impôts. Vous avez parlé de cantine aussi, la cantine, l'eau, tout augmente à la Possession parce qu'elle a arrêté tous les investissements qui étaient enclenchés, tous les projets qui étaient enclenchés ont été stoppés par Mme Mironville à son arrivée. Enfin, il y a des projets qui sont en cours quand même, M. Robert. Le cœur de ville, qui, à l'entendre, est le projet phare de sa mandature. Je vous mets au défi, j'ai son projet de mandature qui est là, de trouver une seule fois le mot cœur de ville cité dans son projet de mandature. Le cœur de ville, c'est Roland Robert, c'est pas Vanessa Mironville. À l'entendre parler, c'est son projet phare, c'est son petit bébé. Vanessa Mironville n'a aucun projet. Il suffit de lire les mesurettes qu'elle a annoncées en 2014 qui ne sont même pas respectées. Elle n'a aucun projet. Et les projets qui étaient annoncés ont été stoppés. La piscine olympique, le skatepark. La piscine parce que ça revenait trop cher d'après ce qu'elle nous a expliqué. J'entends ces explications, mais le problème c'est qu'on ne s'invente pas gestionnaire ou maire. Il faut savoir gérer un budget. Visiblement, on n'en est pas capable. Donc, lorsqu'un projet... Elle a été légitimée par le peuple, enfin par la population. Tout à fait. En 2014, elle a été élue avec plus de 8000 voix, ce qui était extraordinaire. Maintenant, prenez un petit peu la température dans les quartiers et regardez comment les possessionnés sont déçus par la personne qu'ils ont mis au pouvoir. Maintenant, c'est facile de dire c'est trop cher, etc. Non, c'est une volonté politique qui était d'arrêter tous les projets. Et donc, étant donné que tous les projets ont été arrêtés, étant donné qu'on n'investit plus dans cette commune, il n'y a plus d'argent qui rentre. Son seul levier, c'est les impôts, c'est les tarifs municipaux. Et on est dans cette situation-là. Et elle nous a dit qu'elle n'augmentera plus les impôts parce que je crois que ça a été fait deux fois déjà. J'espère, M. Montrouge, mais j'attends réellement de voir. Moi, je m'attends à une nouvelle augmentation avant 2020. Elle n'a plus de levier possible à part les taux d'imposition. Il y a la carrière. La carrière, c'est un exemple lorsque je parle notamment de son électorat. La carrière des Lataniers, mais il y a une convention qui a été signée entre la région et la municipalité, mais c'était la municipalité du temps de votre Tout à fait. Ouais. Convention sur laquelle, et c'était stipulé, elle pouvait revenir dessus à tout moment. Ouais. Ce que je reproche, moi, Mme Mironville, concernant la carrière des Lataniers, elle a fait une campagne municipale, notamment sur la carrière des Lataniers. Elle a fait signer une pétition pour dire qu'elle était contre, etc. Exactement. Elle était dans l'association Latanier Nous de Cœur de Vie. Elle et M. Espérance, qui est élu également à ses côtés. Elle a pris l'engagement vers la population. Si je suis élu maire demain, il n'y aura pas de carrière à la Possession. Elle l'a dit, elle l'a écrit, elle l'a affirmé. Mais elle a dit après, effectivement, en arrivant au pouvoir, et elle a vu la convention qui a été signée, et c'était selon la population, parce que je crois qu'elle avait fait une petite consultation aussi sur cette convention, et la majorité de la population lui a dit, puisque ça va quand même rapporter à la municipalité, je crois qu'il y a des subventions de la région qui sont conditionnées par cette convention. Elle a dit, écoutez, oui, allons-y, pourquoi pas. Par rapport à ça, M. Montrouge, il faut savoir que concernant sa consultation qu'elle met en avant, 1% de la population était consultée. 300 possessionnés. On est plus de 30 000 aujourd'hui. 300 possessionnés. La question était du petit sondage qu'elle a fait était la suivante. Préférez-vous une augmentation des impôts ou l'exploitation de la carrière des Lataniers qui ramènera de l'argent suite
à l'accord qu'on a avec la région. Mais là, qu'est-ce que vous lui reprochez, M. Robert? Moi, je C'est-à-dire, reproche- c'est de reprendre la convention qui a été signée par votre papa? Je reproche à Mme Mironville de mentir, de trahir son électorat et de prendre les possessionnés pour des abrutis. On ne peut pas dire pour être élu, votez pour moi, il n'y aura pas de carrière, et être maire, dire je retire ce que j'ai dit, on fera la carrière. D'accord. Il faut arrêter de tromper les Vous êtes possessionnés. pour la carrière ou contre la carrière? Je suis, concernant ça, M. Montrouge, droit dans mes bottes. Et les possessionnés le savent. J'étais sur la liste de Roland Robert et on était Oui, pour vous à la étiez carrière. sur la liste 2008-2014. Voilà. Et on était pour à la carrière. Et on n'a jamais menti aux possessionnés. On était D'accord. pour à la carrière. Aujourd'hui, j'avais une position en 2008. Je la maintiens. Je vois certains autres élus à la possession qui changent d'avis ou changent concernant la carrière. Je suis droit dans mes bottes et je regarde les possessionnés droit dans les yeux. Je n'ai pas menti aux possessionnés. Vanessa Mironville a menti aux possessionnés. Pareil sur le sondage. Êtes-vous pour une augmentation d'impôts ou pour l'exploitation de la carrière? Les possessionnés vont répondre exploitation de la carrière. Ils ont assez payé comme ça. Elle revient sur ce sondage et elle dit finalement, il y aura l'augmentation des impôts et l'exploitation de la carrière. Les possessionnés sont pris pour des imbéciles depuis 2014 et c'est ça, moi, que je condamne et que je constate avec la gestion de Mme Mironville. D'accord, mais alors, imaginez, M. Robert, là, on est en février 2018, on va revoter en 2020. Là, vous êtes, d'accord, on fait un peu de politique fiction, vous êtes à la place de Vanessa Mironville. Là, vous faites quoi aujourd'hui? Parce que vous dites qu'avec Vanessa Mironville, la municipalité va droit dans le mur. Vous êtes aux commandes maintenant, là, on s'imagine, là, et vous faites quoi pour donnez-nous, je sais pas, 2-3 mesures fortes? Moi, je vous dis, enfin, juste vous reprendre un petit peu, je le dis, mais pas que moi, le préfet et la direction des ressources, des finances publiques le dit. C'est pas moi qui bien sûr. le dis. Je peux répondre à cette question, mais pour répondre à cette question, il ne faut pas me dire je suis dans la situation de Mme Mironville, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit au départ, M. Montrouz, gérer, c'est prévoir également. On ne gère pas un mandat en faisant n'importe quoi et en se réveillant un jour, on a fait n'importe quoi, on se retrouve là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Au début de sa mandature, il y avait des projets enclenchés, il y avait une politique enclenchée. Elle est revenue sur tout ça, elle a recruté à outrance, elle nous a mis dans cette situation aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à cette question étant donné que je n'aurais pas fait moi les mêmes choix et je n'aurais pas mis les possessionnés dans cette situation. Elle nous a mis dans cette situation aujourd'hui et c'était pas faute d'avoir alerté. Combien de conférences de presse, combien de fois on a dit via la presse, combien de fois on lui a demandé d'arrêter de tirer le frein sur ces recrutements exagérés qu'elle faisait depuis 2014. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais elle a arrêté ses recrutements maintenant. Elle a arrêté, mais c'est malheureusement trop tard. Ce qui est rassurant quand même en vous écoutant, ce n'est pas irrémédiable, puisque vous-même vous serez candidat pour 2020. Ça veut dire que vous avez espoir de pouvoir remettre la commune sur les rails. Et j'ai bon espoir de remettre. Si tant est que pour l'instant, elle n'a pas totalement déraillé non plus. Après, le courrier, comme je vous dis, c'est la dernière étape avant la mise sous tutelle. On peut très bien être sous tutelle avant 2020. C'est une des possibilités. D'après ce qu'elle a dit dans l'émission, là aussi, je me réfère toujours à cette émission qui est passée la semaine dernière sur Télé Créole, elle a pris déjà des dispositions justement pour éviter la mise sous tutelle. Madame Mironville, elle dit beaucoup de choses, Monsieur Montrouge. Nous, on attend de voir et on voit, malheureusement, on voit la réalité. Les débats d'orientation budgétaire, un exemple demain à la mairie de la Possession. On demande aux possessionnés de se serrer encore la ceinture et de mettre encore la main au porte-monnaie. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par elles? Non. Les voyages continuent, les frais de bouche, ça compte. Un exemple, elle est en France. Qui a payé le billet? C'est elle qui a payé le billet? Ça, c'est un peu normal, M. Robert. Mais quand on est élu, on est invité, par exemple, dans le cadre de ses fonctions. Forcément, c'est pas l'élu qui va payer de sa poche. Mais en attendant qu'Abri mange salade. Elle voyage combien de fois par an? Combien de séminaires par an ces élus partent, etc. Un autre exemple, les vœux du maire. Depuis quelques années, Mme Mironville souhaite organiser un super gala, les vœux du maire à la population. Toute la population est invitée. Il n'y a même pas 200 personnes présentes. C'est une réalité et la population ne vient pas. Combien d'argent mis
dans ces vœux du maire, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dépensés pour les vœux du maire, une action où la population ne répond pas présent. On ne peut pas faire des efforts à ce niveau-là? Si les voyages, vous n'êtes pas d'accord. Les j'ai frais... pas dit que je suis Non, pas mais d'accord. il y a Je dis, plusieurs... ça se fait dans toutes les. Voilà, mais dans il pas mal de y a municipalités, ouais. plusieurs choses à revoir. Il faut arrêter de dire aux positionnés, faites des efforts, donnez-nous de l'argent, et nous, on ne fait pas d'efforts en face. C'est ça qui est dramatique. On va aller vers la fin de cette interview. Ma question, c'est est-ce que vous serez candidat donc en 2020? Je serai candidat en 2020. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui que vous, Éric Fontaine, puissiez faire une liste commune? Vous savez, je suis ouvert, moi, à toute possibilité. Je mènerai une liste de rassemblement avec tous les positionnés qui souhaitent œuvrer pour la possession. Vous êtes toujours en carte PCR aussi? Oui. D'accord. Il y a une discussion avec Sylviane Rivière, avec qui j'ai de très bonnes relations. On est au téléphone. On a fait campagne ensemble à la possession pour les présidentielles, pour les législatives, le PLR et nous. Donc forcément, on est en très bon contact et j'espère vraiment qu'on puisse faire une liste de rassemblement à possession avec le PLR. Des discussions doivent avoir lieu et on essaiera de se mettre d'accord, tout à fait. D'accord. Merci. Merci. Philippe Robert, merci Yves Montrouge, merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également la technique, François et Léna, donc pour leur collaboration toujours très fructueuse et efficace. Merci donc de nous avoir suivis. Je vous souhaite de bien commencer votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.